qui va débuter face à l'Espagne. Et a priori, Ousmane Dembélé va capitaliser sur sa bonne rentrée face au Portugal. Il devrait prendre l'aile droite. On devrait rejouer dans un 4-3-3 côté français. Et le grand sacrifié, ce serait Antoine Griezmann. Maxime, tu es notre invité. Tu es le guest de cette émission. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que Deschamps fait avec les moyens du bord. Dans un monde idéal, il aurait préféré évidemment avoir Antoine Griezmann, logique, puisqu'on sait ce que Griezmann a donné à l'équipe de France depuis les 10 années qu'il porte le maillot. Maintenant, on est dans une situation un peu, je ne vais pas dire de non-retour, mais qui est trop compliquée pour continuer avec Griezmann. C'est-à-dire que Deschamps a à peu près tout essayé avec lui, notamment l'exil à droite qui semblait, le point de non-retour, mais il a essayé. Il l'a remis dans l'axe à la pointe du losange et il n'y a rien qui marche parce que Griezmann n'y est pas du tout. Griezmann n'avance pas. Moi, le seul truc qui me dérange un peu dans le traitement de Griezmann, c'est que il a toujours la tête du sacrifié facile. C'est-à-dire qu'à lui, c'est le chouchou, mais d'un autre côté, on a l'impression qu'on se permet beaucoup plus de choses. On a vu les paroles d'Mbappé sur son niveau. Rabiot aujourd'hui. Normalement, quand un coéquipier va un peu moins bien, on dit quoi ? On dit soit on botte en touche, soit on fait de la langue de bois. Là, c'est oui, on va pas se mentir, ça va moins bien. Après, je pense que Mbappé... je lui en veux un peu moins Mbappé parce que lui, il est aussi lucide sur son niveau. Il ne dit pas exactement pareil, mais il ne cache pas non plus la misère. Voilà. Donc voilà, je pense que non, c'est une suite logique. Et puis, il ne reste plus grand-chose, je dirais, comme arme à Deschamps, parce qu'on sait déjà qu'il s'est coupé d'une moitié de ses remplaçants quasiment. Et quand il en a un qui rentre et qui est plutôt bon, autant y aller. Voilà. Moi, ce qui me dérange dans cette attaque, c'est qu'on est sur une attaque qui joue sur un seul rythme, c'est-à-dire qui est censé prendre la profondeur, qui ne la prend jamais. Mais au moins, on aura un joueur techniquement qui peut jouer en contre et piquer un peu l'Espagne dans son dos. Donc c'est logique. Ça ne me rend pas forcément heureux pour Griezmann, mais en l'occurrence, ça me paraît assez logique. Après le tunnel de la Manche, à toi, Julien Pereira. Moi, je pense qu'on s'enflamme beaucoup sur la rentrée d'Ousmane Dembélé face au Portugal. Parce qu'on sait très bien que quand il débute un match, c'est absolument pas le même joueur. Et je suis toujours très déçu de voir qu'on ne donne pas plus de chance à Barcola, qui fait quand même un bon match face à la Pologne. Alors certes, c'est à droite qu'il y a le problème, mais quand même. Ou même à Kingsley Coman, tout simplement. Qui a joué 15 minutes. Qui a joué 15 minutes. Qui est arrivé blessé. Qui est parti. Oui, mais j'ai pas l'impression que tous les joueurs de l'équipe de France soient dans une forme étincelante physiquement. Ouais, mais à mon avis, là, il s'est trop coupé des remplaçants pour en lancer des gens qui ont moins d'une heure et 2 heures. Oui, le problème débute avant, mais on le paye aujourd'hui quand même. Imagine aujourd'hui, si tu lances Klose, par exemple, ou un type comme ça, c'est un joueur, et ça rappelle l'anglais à la Coupe du Monde, à l'Euro 2021. Après, Coupe du Monde au Qatar, en demi-finale, il ressort un peu Kolo Muani, il ressort un peu Thuram, mais ça marche quand même. Donc il n'y a pas... Voilà. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Julien, sur la rentrée de Dembélé. Mais, au-delà de ce qu'il a apporté, c'est aussi, je dirais, tactiquement. C'est-à-dire Griezmann, si tu le mets face à l'Espagne sur le côté droit, ton côté droit, il va être anesthésié. On l'a vu, c'était face à la Belgique. On l'a vu. Là, Dembélé, il t'a fait reculer Nuno Mendes. Il t'a fait reculer. Il t'a apporté de la largeur. C'est plus Kolo Muani qui défendait, mais c'était Dembélé. Tu avais des appels, enfin... devant Koundé, et tu avais quelque chose de beaucoup plus cohérent. Il y a ça aussi, il y a le profil, au-delà des niveaux de Griezmann, qui, c'est vrai, est à la rue, et d'un Dembélé qui, je suis d'accord avec toi, il ne fait pas un grand euro. Mais moi, c'est vraiment au niveau des profils. Il te faut un ailier de main. Il te faut une équipe de transition, parce que l'Espagne va avoir le ballon. Là, la France va être quand même dans une configuration. Alors, le Portugal l'a eu, mais là, je pense que ce sera encore plus criant. Et donc, la France va être dans une configuration où elle sera en transition, et c'est là où il faudra être dangereuse. Quand elle l'a été face à la Belgique avec Griezmann, on a vu ce que ça donnait. C'était pas possible. Griezmann n'est pas un joueur de transition. Et même dans les passes, vu qu'il a moins d'efficacité qu'avant, on perd du temps en contre. Avec Dembélé, pour moi, c'est le profil idoine avec Dembélé, Kolo Muani et Mbappé. Voilà, avec leurs défauts du moment. Et Maxime, tu l'as dit aussi, finalement, les options, elles sont très réduites pour Didier Deschamps. Et moi, il me semble que Dembélé... Pour moi, demain, c'est le jour où ça sera sa 49e sélection. Ça fait 48 fois qu'on l'attend. 46 fois où il n'est pas au rendez-vous. Là, demain, il n'a pas encore marqué un but en compétition internationale, Dembélé. Oui, puis c'est pas avec sa précision face au but depuis le début de l'Euro. Oui, mais si tu veux, demain, il remplace Griezmann. Donc, Deschamps va foutre Griezmann sur le banc. Il doit montrer qu'il est à la hauteur de ce choix-là de Didier Deschamps. Et pour moi, vu la configuration du match, il peut l'être. L'Espagne, qui affronte la France, a beaucoup d'absents. 3
de marque, Robin Lenormand, qui est Ouais. suspendu, qui sera donc a priori remplacé par Nacho du Real Madrid. Pedri, qui est blessé, donc lui, sa compète est terminée, on le sait déjà, et qui pourrait être remplacé par Dani Olmo, comme on l'a vu en quart de finale. C'était d'ailleurs plutôt pas mal Ouais, pensé. plutôt pas mal. Et enfin, Dani Carvajal, c'est là où c'est peut-être un tout petit peu plus problématique pour l'Espagne, qui sera remplacé par Jesus Navas. Alors, si vous suivez un peu le football européen sur les 20 dernières années, vous avez toujours vu un match de Jesus Navas. Mais d'habitude, vous l'avez vu un peu plus haut. Un ailier, c'est l'ailier du FC Séville. Séville a gagné à peu près 18 Ligue Europa avec lui, il soulevait tout le temps la Ligue Europa. Mais c'était un attaquant. Et là, c'est lui qui devrait défendre sur Kylian Mbappé. Julien, est-ce que l'Espagne n'est pas trop affaiblie pour venir à bout des Bleus? Ce qui est sûr, c'est que c'est déjà son secteur faible, la défense. D'ailleurs, c'est pour ça que Jesus Navas est là. Mais ce qu'on peut aussi dire, c'est que Jesus Navas occupe ce poste depuis plusieurs saisons déjà, qu'il a justement gagné la dernière Ligue Europa avec Séville à ce poste-là, et que a priori, Luis de la Fuente est absolument pas perturbé à l'idée de faire jouer Jesus Navas sur le côté droit face à Kylian Mbappé. Il l'a déjà évoqué sur les ondes de la Cadena Ser. Mais ce qui est évident, c'est que oui, l'Espagne n'est pas suffisamment armée en défense et qu'elle arrive finalement face à son problème. On peut aussi préciser que physiquement, elle aussi tire la langue. Fabian Ruiz est un petit peu touché musculairement. Nacho, qui justement doit remplacer Robin Lenormand, a fini le match face à l'Allemagne avec des crampes. Donc oui, il y aura des failles. Et pour finir, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le secteur défensif de l'Espagne, depuis le début de l'Euro, il n'est pas hyper rassurant. L'Espagne concède beaucoup plus d'occasions que l'équipe de France. Son gardien a fait quelques relances qui étaient quand même très mauvaises, notamment face à l'Allemagne. C'est pas un gardien top 5, tu vois ce que je veux dire, ni même top 10 pour moi. En revanche, il a plutôt des bonnes stats sur tir au but, alors on en fait ce qu'on veut de ces stats-là, mais effectivement, dans le jeu, dans le cours du match, il n'est pas hyper rassurant. Il y a beaucoup de relances à la main dans l'axe, beaucoup de relances au pied qui ne sont pas bonnes. Donc oui, il y a des choses à exploiter pour l'équipe de France. Non, et alors, pour moi, quand je regarde, Robin Lenormand remplacé par Nacho, alors je ne regarde pas tous les matchs de la Liga durant la saison, mais moi, c'était même plutôt étonnant que Robin Lenormand soit titulaire devant Nacho. Donc là, je ne vois pas un gap énorme. Quand je vois Pedri blessé, je me dis, t'as quand même le cerveau. Voilà. Quand je vois l'entrée d'Olmo, c'est l'Allemagne, qui fait but, passe décisive, et regardez sa passe décisive, regardez son centre, s'il vous plaît. Inspirez-vous-en. Dembélé. Non, mais le centre, il est incroyable. La rentrée de Dani Olmo, qui est l'homme du match face à l'Allemagne, là encore, même si tu perds Pedri, je ne vois pas. En revanche, il faudra surveiller. Parce que c'est peut-être là que se jouera cette demi-finale, surveiller le duel quand même Jesus Navas-Mbappé. Tu me dis qu'il joue à ce poste depuis des années, ça reste quand même, j'imagine, un latéral plutôt offensif. Oui. Mbappé, voilà, pour l'équipe de France, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il n'est pas les cannes. S'il retrouve un peu de souffle, si l'Espagne joue un peu haut, si Jesus Navas a tendance à prendre un peu des libertés sur ce côté-là, il y aura sans doute un vrai coup à jouer. Même si Paul Pogba n'est plus là pour lancer Kylian Mbappé. On est totalement dans l'histoire du rapport de force avec Ouais. Jesus Navas, Lamine Yamal et Théo Vous vous Hernandez. souvenez de France-Angleterre 2022 et du cinéma Kyle pendant Walker, une semaine, Kyle Walker, Kylian Mbappé? Là, c'est le différent. C'est l'exact inverse, c'est le match des charrettes en gros. Parce que le Navas, qui n'est pas un spécialiste du poste à la base, et Kylian Mbappé, qui n'est pas dans la forme de sa vie. Imaginez si Kylian Mbappé était dans la forme de 2022. Là, je vous dirais, là, ça peut être très très chaud, ça peut faire très mal. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Mais au-delà de ça, de toute façon, ce que tu dis, c'est question des rapports de force. C'est-à-dire que, est-ce que l'Espagne aura besoin de très très bien défendre face aux Bleus? Je dirais, si elle garde le ballon, qu'elle le tient, non. C'est juste Ouais, puis si tu garder. regardes les dernières prestations des Bleus, Si tu n'as pas besoin de bien défendre contre eux. En plus, c'est ça. Si tu es à 75-80% de possession, je serais quand même étonné que la France ne soit qu'à 20%, mais bon, on ne sait jamais. Il n'y aura pas besoin. Voilà. Mais comme tu l'as dit, quand tu regardes Nacho ou Dani Olmo, ça va. Et puis cette équipe est cohérente. Et il faut le dire, des 4 demi-finalistes, c'est l'équipe qui a fait de loin la meilleure impression. Alors, en 2022, en 2021, l'Euro, c'était pas mal aussi. Oui. Voilà. Mais c'était pas allé au bout, donc ça veut rien dire. Et c'est une équipe qui a eu, hormis dans sa grande période, tendance à buter sur le réalisme des autres. Voilà. Donc voilà, la meilleure chose. Alors dans ce cas-là, il ne lui arrivera rien parce que le réalisme des Bleus. Non, mais le réalisme, le réalisme, comment dire, le réel en fait. On va dire, c'est tu tombes sur une équipe qui va te faire suer. Après voilà, est-ce que l'équipe de France est celle-là? Oui. Ce qu'il ne faut surtout pas qu'il advienne demain, c'est que l'équipe de France soit menée au score.
Ah oui. Parce que si l'équipe de France se retrouve menée au score, Avec le ballon dans les pieds espagnols et que tu le revois j'ai un peu jusqu'à la peur que ce soit une 93e. corrida. Voilà. Après, encore une fois, c'est un rapport de force, on verra, mais j'ai un petit doute.